Salut à tous, c'est Guy-Inox. On se retrouve pour mon top des comics de 2019. Et comme vous pouvez le voir, on est assez à la bourre. La faute à quelqu'un qui a préféré rentrer chez lui pour les fêtes de fin d'année. J'ai plus le droit d'aller voir ma famille maintenant. Et puis, qui planifie un tournage le 25 décembre? Tu serais pas un peu tout seul? Tiens, je crois entendre quelque chose. Toi aussi, monsieur Chaussette? Oh oui, je crois bien que quelqu'un a laissé la porte des toilettes ouverte. Toujours le mot pour rire, monsieur Chaussette. Je dois dire que c'est assez gênant. Bref, reprenons. Nous allons donc parler de blablabla. Tu vas couiner, petit cochon. Oh, ça va? Oui, non, regarde, j'étais perdu dans mes pensées. C'est la chaussette qui te met dans ces états comme ça? Non mais je l'enlève, hein. C'est juste pour déconner, hein. C'est à cause de moi qu'on a la bourre en plus, donc te formalise pas sur ça. Hein. Ça doit juste être de la fatigue. C'est pas important. Ok, reprenons. Donc comme pour l'année 2018, on va juste parler de 10 comics que j'ai lus pendant 2019, qu'ils soient sortis cette année ou non. Donc c'est parti. Je vous avais parlé dans le précédent top de Sideways. Eh bien, Sideways faisait partie du New Age of Heroes de DC Comics. Il s'agissait d'un label qui présentait de nouveaux personnages ou de nouvelles équipes, et toutes les séries se sont quasiment pété la gueule en fait. Sauf The Terrifics, mais en fait il fait même plus partie du label, donc autant dire que celui-ci est mort. Mais ça n'empêche qu'il y avait des séries cool, dont celle dont je vais vous parler aujourd'hui, The Silencer. On y suit les aventures d'une assassin de l'organisation Léviathan nommée Honor Guest. Cette dernière a pris sa retraite après que sa patronne Talia al Ghul le lui ait permis. Après quelques années de bonheur, où elle a pu se construire une vie de famille, son passé et tout l'underworld de l'univers d'ici vont vite la rattraper. Alors oui, avec le pitch, on peut se dire que c'est du vu et du revu. Mais en vrai, on s'en fout un peu. On découvre pas mal de choses sur l'underworld de DC Comics, et rien que pour ça c'est chouette. Et j'ai bien aimé suivre Honor Guest qui doit régler ses soucis avec Léviathan, tout en gardant sa famille loin de tout soupçon. Et puis elle a un pouvoir qui lui permet de créer des zones de silence autour d'elle ou un peu plus loin, ce qui nous donnera des séquences de baston assez fun. Ça ne sera pas votre lecture de la décennie, mais ça reste très fun à lire, et en plus de ça, ça ne dure que 18 numéros. Donc lisez-le. J'adore Conan, et l'univers qui a été créé par Howard est l'un des plus sous-estimés de la littérature contemporaine. Pour beaucoup, Conan c'est juste un barbare sanguinaire qui aime se battre, boire et baiser. Bon, même si c'est un peu vrai, c'est assez réducteur au final. Étant fan de l'univers, j'avais donc un peu peur de me lancer dans la lecture de Conan version Marvel, et j'avais tort. Jason Aaron et Mahmoud Asrar arrivent à reprendre à leur sauce un personnage plus vieux que Superman, tout en gardant l'esprit insufflé par Robert E. Howard. Tout comme les nouvelles originales, chaque issue de ce comics va nous présenter une histoire différente de la vie du Cimmérien, sans pour autant se contraindre dans une quelconque chronologie. On peut passer d'un Conan crépusculaire et roi d'Aquilonie à un barbare plus jeune et plus aventureux. Il y a quand même un fil rouge dans toutes ces histoires, mais pour découvrir tout ça, je vous laisse lire le bouquin par vous-même. Et puis rien que pour les dessins de Asrar, ça serait dommage de se priver. Donc foncez. Tiens, j'ai trouvé ça. T'as oublié d'en parler? Non, j'ai pas oublié. Bah, si, c'est Conan, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que ce que tu tiens là, c'est une merde infâme qui vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. L'association des super-héros et des zombies, c'est pas franchement nouveau. En 2005 était déjà sorti Marvel Zombie, qui voyait tout l'univers de la Maison des Idées subir une apocalypse sauce mort-vivant. Même DC avait une tentative similaire avec Blackest Night, mais c'était pas vraiment des zombies, donc en fait je sais pas si ça compte. En 2019, l'éditeur aux deux lettres décide de se relancer dans l'aventure avec Deceased, et qui de mieux pour relancer cette initiative que le scénariste qui tue les personnages par palette de 12, Tom Taylor. C'est le scénariste de Injustice, hein. J'ai fait une vidéo aussi, juste au cas où. Darkseid a quasiment toujours été à la recherche de l'équation d'antivie depuis ses premiers instants. Et aujourd'hui, il l'a enfin trouvé. Cette dernière prend la forme d'un virus techno-organique, transformant tous les gens regardant un écran en zombies en fait. Du sang, des tripes et des costumes moulants, tel est le programme de Deceased, où tous les héros de l'univers vont devoir faire front contre cette menace, ou de moins tenter d'y résister. Le fait que le virus prenne la forme d'un virus informatique est assez intéressant, et ça montre bien à quel point notre monde, tout comme celui de DC Comics, est dépendant à la technologie. Alors oui, ça fait un peu phrase de vieux con, mais c'est un peu vrai quand même.
Et puis la lecture est assez jouissive, c'est rempli de fanservice, et il y a plein de vrais moments de bravoure. Donc si vous aimez les super-héros et les zombies, foncez. On passe d'un récit assez léger à un autre qui demande d'être bien dans ses baskets avant de commencer la lecture. Tout simplement parce que celui-ci parle du délicat sujet de la dépression. Il s'agit de Mr. Miracle par Tom King et Michi... Mais chier, pourquoi il s'appelle Gerhardt? Qui s'appelle Gerhardt, bordel? Il était bien en plus. Scott Free, alias Mr. Miracle, était un prisonnier depuis son plus jeune âge de Apocalypse, la planète du tyran Darkseid. Mais par la force des choses, il est devenu un véritable roi de l'évasion, capable de se soustraire à n'importe quelle chaîne ou cage. Mais aujourd'hui, autre chose le retient prisonnier, la dépression. Et cela alors que la guerre fait rage entre Apocalypse et Néo-Genesis, sa planète natale. Je vous disais, il ne faut pas prendre ce récit avec nonchalance, tout simplement parce que ce dernier transcrit les émotions des personnages de manière très crue. Cela est d'autant plus mis en avant par les dessins de Mitch Gerads, et encore plus par l'utilisation d'un gaufrier à 9 cases qui joue sur l'enfermement du personnage. Prenez un plaid et un plateau de légumes apéritifs et laissez-vous plonger dans un récit compliqué tant par le sujet que par la forme. Et puis c'est traité de manière qualitativement qualitative. Et c'est pas si triste que ça, donc ça passe. Autre comics et autre Scott, et celui-là je pense le plus célèbre d'entre eux, Scott Pilgrim par Brian Lee O'Malley. Avant cette année, mon seul point de contact avec ce personnage, c'était l'adaptation par Edgar Wright, et malgré tout mon amour pour le film, j'avais toujours eu la flemme de lire l'œuvre originale. Pas de raison particulière, juste de la bonne grosse flemme. Mais cette année, iComics nous a sorti cette édition en 3 volumes, et je me suis dit, pourquoi pas. Scott Pilgrim est un jeune adulte canadien de 23 ans, du genre plutôt feignant. Il rencontre Ramona Flowers, et en tombe directement amoureux. Mais s'il veut vraiment vivre une idylle avec elle, il devra battre les 7 ex maléfiques de celle-ci. Et surtout remettre un peu d'ordre dans sa vie, car Scott est déjà en couple avec Knives Shaw, une lycéenne de 17 ans. Il s'agit là d'une œuvre mêlant romance, fight et crise existentielle. Et il peut nous parler de la difficulté à entrer dans une vie d'adulte, tout en nous montrant des combats qui défoncent la rétine. C'est un bouquin qui utilise pas mal de références liées à la pop culture, et pourtant il navigue dans son propre univers. C'est un véritable ovni de la bande dessinée, et je vous conseille d'y jeter un œil. Bon là je vais tricher un peu et je vais vous parler de 2 comics en même temps, tout simplement parce qu'ils brillent tous les deux par un point, leur qualité graphique. Alors attention, je dis pas que leurs scénarios sont nuls, c'est juste que leur ambiance graphique est la chose que j'ai le plus retenue lors de mes lectures. Il s'agit donc de Polar et de Sin City, et je vais commencer par cela parce que je vais pas les porter pendant toute la critique. Écrit et dessiné par Frank Miller, chacun des tomes que constitue cette série va nous faire suivre différentes histoires vécues par différents personnages, n'ayant pas forcément de lien entre eux, mis à part le fait que tout se déroule à Basin City, que l'on appelle plus communément Sin City. Il s'agit d'une ville où réside la corruption, la crasse et le meurtre, à un point tel que Gotham pourrait passer pour le village des Schtroumpfs à côté de celle-ci. Comme je vous le disais, le point le plus important ici, c'est les dessins. Frank Miller est au top de sa forme, et l'utilisation quasi exclusive du noir et blanc rend notre voyage dans Sin City très oppressant. Et en plus de ça, certaines pages sont tellement belles qu'elles pourraient être exposées dans des musées. Vous pouvez commencer par n'importe lequel de ces tomes, mais je vous conseille quand même le premier parce que c'est le plus culte, et commencez pas par le 5 parce que c'est le moins bon, ni par le 7 d'ailleurs, mais c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. Polar, quant à lui, est écrit et dessiné par Victor Santos. On y retrouve Black Kaiser, un assassin à la retraite qui se voit forcé de reprendre le service après que d'autres assassins, eux bien en activité, aient tenté de le tuer. Comme Sin City, c'est la partie graphique qui est à l'honneur dans ce comics, et on revoit très bien l'utilisation des mêmes codes que dans l'œuvre de Frank Miller. J'ai envie d'y voir un hommage, et même si on est très loin de la qualité que peut nous offrir l'auteur de Dark Knight Returns, ça n'en reste pas moins qu'on passe un très beau et bon moment, et c'est tout ce que je lui demande finalement. En tout cas, assez pour l'inclure dans mon top de cette année, et puis en plus on n'en croise pas souvent des formats italiennes comme ça fait joli dans une bibliothèque. Comment ça, c'est un argument de merde? C'est assez compliqué de parler de Doomsday Clock parce qu'on va pas se le cacher, il a eu une production assez désastreuse. Cet événement lancé par John Jones et qui aurait dû ancrer tout le futur de l'univers DC Comics a mis 2 ans à sortir, soit le double de ce qui était initialement prévu. Depuis, l'univers DC a avancé de son côté, et aujourd'hui on n'est pas vraiment certain de la prise en compte de cet event dans ce qui va suivre.
Mais je manque à tous mes devoirs, il faut quand même que je vous dise de quoi ça parle. Doomsday Clock, c'est la rencontre entre deux univers. Celui de DC, avec Wonder Woman, Superman et Batman. Et celui de Watchmen, tiré de l'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Depuis Rebirth, nous avons appris que quelqu'un avait joué avec la chronologie de l'univers DC, faisant disparaître personnages, relations, voire même des événements entiers. Et il se pourrait bien qu'un personnage totalement bleu en soit la cause. J'ai pas envie d'en dire plus que ça, déjà pour ne pas spoiler Watchmen à certaines personnes, et deuxièmement parce que si vous aimez l'univers DC Comics, il faut lire ce récit. C'est assez dense, c'est beau, et c'est une vision différente de celle de Watchmen concernant le mythe du super-héros. J'ai beaucoup parlé de Watchmen et pourtant j'ai pas précisé que vous devriez lire ce récit si vous êtes un fan inconditionnel de l'œuvre de Moore et de Gibbons. Et c'est pas pour rien. Si vous prenez Doomsday Clock comme une suite à Watchmen, vous serez déçu. Ce n'en est clairement pas une. C'est une autre œuvre qui prend la première comme socle, mais ce n'est pas la même chose, tout simplement parce que Alan Moore et Geoff Johns n'ont pas la même manière d'écrire. Mais ça n'en reste pas moins que Doomsday Clock est l'un des grands moments comics de ces dernières années, donc lisez-le, sous certaines conditions. Batman, un long Halloween par Jeff Loeb et Tim Sale. Oui, juste oui. Tu veux développer peut-être? Non. Bon ok, comment parler du comics qui a le plus inspiré Christopher Nolan lorsqu'il a créé la trilogie du Dark Knight, et qui est tout simplement l'un des meilleurs récits que j'ai lus sur le personnage, si ce n'est le meilleur. Bon, ça devrait déjà vous vendre un peu le truc. La pègre ronge Gotham de l'intérieur, et alors que le Chevalier Noir y fait ses débuts, ce dernier conclut un pacte avec le capitaine Jim Gordon et le jeune procureur Harvey Dent pour mettre fin à l'hégémonie de la famille Falcone sur la ville. Mais c'est alors qu'un tueur en série apparaît, commettant un meurtre durant chaque fête de l'année, et les victimes semblent tous avoir un lien avec la mafia. Ce récit en 12 chapitres nous emmène dans les rues de Gotham avec une ambiance très polar, tout en gardant près de lui son côté comic book de super-héros. On est littéralement happé par le récit, et on a plus l'impression d'être devant un écran de cinéma où passerait un thriller, que devant une simple page de bande dessinée. La narration étant extrêmement cinématographique, on comprend pourquoi Nolan est venu piocher des idées dans ce comics. Explorant un peu plus les origines de Batman, mais aussi celles d'Harvey Dent, c'est un récit incontournable pour tout lecteur, connaisseur ou non, de la chauve-souris. Et puis la partie graphique par Tim Sale est juste magnifique, tant par les dessins que par le découpage. Donc foncez. En 2018 est sorti le film Moutafukaz, tiré du comics du même nom, lui-même tiré d'une collection de comics français, le label 619. J'étais pas super intéressé par ce label à la base, déjà par manque de connaissances, et surtout parce que j'avais beaucoup de lectures en cours à ce moment-là. Mais comme j'ai vraiment kiffé le film Moutafukaz, j'ai gardé un œil sur le label, et cette année est sorti PTSD de Guillaume Singelin, aka l'une des plus grosses claques de cette année pour moi, et pour vous. Si c'est le cas, je m'en fous de votre avis. June est une vétérane d'une guerre impopulaire. Elle est sans abri et souffre de troubles de stress post-traumatique. Ah, d'où le titre. Ouais, mais me coupe pas. Et le seul moyen qui semble calmer ces troubles, qui la rendent extrêmement violente, est l'utilisation de drogue dont elle est devenue totalement accro. Sauf que la drogue, ça coûte cher, surtout quand elle est de contrebande, et généralement, ça attise les conflits. On pourrait croire qu'on a affaire à une BD totalement cynique, qui utilise le statut de son personnage comme prétexte pour de simples fights contre des trafiquants de drogue. Mais c'est pas du tout le cas. Alors oui, il y a de la baston, d'ailleurs des scènes de baston assez violentes, mais le sujet des PTSD est assez bien traité, et l'évolution du personnage au fil du récit est assez touchante, notamment grâce à ses rencontres avec d'autres personnages. Et puis les dessins de Guillaume Singelin sont juste magnifiques, tout comme la couleur. C'est pas spécialement le style de dessin auquel on pourrait s'attendre sur ce genre de récit, mais après les lectures, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien à changer dans ce comics. Et c'est pourquoi PTSD est ma lecture préférée de 2019. Oui, normalement il n'y a pas d'ordre, mais c'est ma vidéo, et je vous emmerde. Voilà, c'est tout pour mon top des comics de 2019. À la base, je devais vous parler d'autres sujets, mais par manque de temps, ça n'a pas pu se faire. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, lisez des comics, et je vous fais des gros poutous. Je vais te faire couiner, petit cochon. La chaussette vient de me parler là. Plaît-il? Je te dis que la chaussette vient de me menacer. Moi aussi j'étais étudiant, hein, l'alcool, les filles, la drogue et l'alcool, donc je sais par quoi tu passes. Et c'est pour ça, je te comprends. Par contre, la prochaine fois, fais ta soirée après la vidéo, ce sera un peu plus facile.
Tu sais très bien que j'ai jamais touché à une goutte d'alcool. Et j'y peux rien si ton ego t'empêche de voir qu'il y a un problème avec ta putain de chaussette qui veut me tuer. Ok, j'ai peut-être un ego de merde. Mais là, ce que t'insinues, c'est que je serais assez feignant pour que le premier méchant de la série, ce soit une putain de chaussette. Ça voudrait dire qu'en plus de pas avoir de talent, on n'ait pas de budget. Ça ferait un peu beaucoup quand même. Hein. Bonjour, monsieur Knox.